Alors, comme je l'avais affirmé à juste titre dans le précédent audio, c'est pas futile de le rappeler, hein, la morale est bien plus évidente et simple que la plupart des gens consentent à l'admettre. Alors pourquoi il y a cette rétivité chez beaucoup à admettre la simplicité et l'évidence tellement grande qu'il paraît bête d'avoir à la rappeler, de la morale, c'est encore une fois à cause de l'ego, hein. Donc l'orgueil de beaucoup, qui savent très bien au fond d'eux, autant qu'ils refusent de l'avouer, que si ils reconnaissent la simplicité et l'évidence de la morale, ça va impliquer pour eux de reconnaître aussi toute leur part d'immoralité, leur part de tort, et ô combien ils ont été cons de ne pas avoir appliqué la morale ou d'avoir manqué à respecter ces règles morales, ces principes, à appliquer ces principes moraux, à ne pas transgresser les interdits moraux qui sont évidents. Voilà, donc chez ces gens, en fait, cette évidence et cette simplicité de la morale est, pour eux, en fait, à leurs yeux, elle est effrayante. Voilà. Pour quelqu'un de normal, qui est de bonne foi, de bonne volonté, honnête, et qui est assez intègre, assez droit, elle n'a rien d'horrifiant, elle n'a rien de... Voilà, au contraire. Les gens honnêtes, droits, aiment la morale et n'ont pas de problème avec. Ils ne cherchent pas à l'invalider avec tout un tas de sophismes ou à discréditer aussi les gens pro-moralité, hein, donc qu'on peut appeler les moralistes. Quand je parle de moralistes, je le précise, j'entends par là les partisans de la moralité, de la bonne conduite, de la sagesse, du fait de se comporter de façon responsable, avec constance, hein, je précise, hein, il ne s'agit pas de le faire qu'un instant. Donc le moralisme, en vrai, c'est ça, c'est le parti pris pour la sagesse, pour la moralité, donc en deux mots. Et ça n'a rien d'un truc d'extrémiste, ou c'est simplement qu'il y a une redéfinition malsaine à laquelle on procédait tant de lâches et de gens de mauvaise foi du moralisme, avant cela de la morale, pour donc faire passer ça pour un truc d'extrémiste, ou pour caractériser ça comme étant outrancier, excessif et même toxique, d'une excessivité toxique, diront-ils, ou comme étant un truc d'emmerdeur, de gens qui iraient trop loin, qui seraient trop psychorigides, ou trop coincés, ou voire même fascistes, et qui seraient castrateurs, qui voudraient interdire tout aux gens, qui seraient liberticides. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça, le moralisme. Le moralisme, c'est tout simplement une posture de bon sens, je dirais même naturelle, hein, quand on n'est pas détraqué en fait, la posture des gens qui sont donc partisans de la moralité, de la bonne conduite, de la sagesse, de la raison aussi, de la droiture, du fait de remplir ses devoirs moraux, de bien se comporter, d'être digne aussi de ce que l'on reçoit de bien des autres, de s'en montrer à la hauteur, de se comporter comme un être humain digne doit se comporter. Voilà, il y a des principes moraux, des règles morales, des règles de bonne conduite qui vont de soi dans la vie, qui sont évidentes. Et donc cet ensemble forme la morale, avec les interdits moraux aussi qui sont de bon sens aussi, interdiction de commettre ce qui est préjudiciable, autant pour nous que pour les autres. Tout ça, donc cet ensemble de principes, de règles et d'interdits forme ce qu'on peut appeler la morale. Et il y a la morale objective, qui est immuable, qui ne change pas, qui donc transcende les conceptions subjectives et personnelles, voire même collectives, de la morale, qui sont plus ou moins justes, plus ou moins en conformité avec la vraie morale. Et il y a au-dessus de tout ça donc la vraie morale, et c'est à celle-ci qu'il faut se conformer en corrigeant son éthique, hein, donc le travail de correction morale est capital dans la vie. Et donc il y a en fin de compte une évidence de la morale qui est telle qu'elle effraie beaucoup de gens, et beaucoup de gens en fait proportionnellement à leur orgueil et à leur conscience, et même à leur acharnement à tenter vainement de scotomiser cette conscience, à leur conscience qui sont reprochables, qu'ils ont beaucoup d'immoralité, qui se sont montrés plein de fois et longtemps et à répétition immoraux, qu'ils ont beaucoup de tort, que leur part de tort est assez quand même d'ampleur. Proportionnellement à leur conscience de ça, ils donc se refusent à reconnaître l'évidence de la morale, parce que la reconnaître donc impliquerait de reconnaître l'ampleur de leur tort, ô combien ils ont été bêtes, ô combien, oui, ils ont été cons d'aller aussi loin dans le tort à contre-raison. Et donc, dans cette rétivité à reconnaître l'évidence et la simplicité de la morale, et aussi dans une involonté de se remettre en question, de se regarder dans une glace, de faire leur examen de conscience et de se corriger, dans cette fuite même de la correction morale et de leur devoir de remise en question morale et de moralisation par cela, ces gens, en fait, redéfinissent en fait la morale comme ça les arrange.
en la réinventant comme étant quelque chose de malsain, comme un truc d'idiot, de gens étriqués, d'imbéciles, de fous qui seraient masochistes, qui se gâcheraient la vie avec, comme ils disent, une morale qui ne serait pas la morale, mais leur morale. Et donc ils vont subjectiviser alors la morale, ils vont redéfinir par extension le moralisme comme étant un truc de tordu, d'hypocrite, de gens malsains, qui seraient infréquentables, qui ne sauraient pas profiter de la vie, qui se tortureraient bêtement, masochistement, avec une morale qui serait alors, selon ces immoralistes, on peut les appeler comme ça, qui serait purement subjective et une invention ou je ne sais quoi. Tout en fait pour nier le bien fondé, le fondement évident de la morale. Il y a une volonté en fait de nier la justification de nos devoirs moraux. J'ai expliqué là je l'ai plutôt verbalisé de façon assez concise là dans un de mes aphorismes récents. On n'est plus disposé en fait à remplir nos devoirs moraux lorsqu'on en comprend la justification et lorsqu'on comprend la logique morale, je dirais même la logique morale de la vie. Forcément, on est plus disposé, enclin à faire ce dont on comprend le sens et le but et la finalité morale et quand on comprend en quoi c'est bien et en quoi il faut le faire. Donc il ne s'agit pas dans le moralisme d'appliquer de façon irréfléchie ou sans savoir pourquoi et aveuglément des principes qu'on nous dicterait ou qu'on nous prescrit comme bons. Ce n'est pas un conformisme aveugle ou quoi que ce soit. Il s'agit donc d'appliquer des principes en sachant pourquoi ils sont bons, en quoi il est dans notre intérêt, même s'il ne faut pas le faire que pour ça, il ne faut pas le faire égoïstement ou que parce que ce serait dans l'intérêt d'autrui. Il faut être ni dans l'altruisme ni dans l'égoïsme, je l'avais expliqué. Être ni l'un ni l'autre, penser autant au bien des autres qu'à son bien, autant à son bien qu'au bien des autres. C'est pas soit l'un soit l'autre. La pleine et bonne compassion et pleine et bonne empathie, c'est l'empathie autant pour soi-même que pour les autres. Et après, il faut bien évidemment la maîtriser et la doser en fonction du mérite de chacun aussi. Donc il y a aussi l'importance donc du jaugeage, si je puis dire, en fonction du degré de mérite. Donc oui, dans le concept du moralisme, il n'est pas question, en fait, d'appliquer des règles, de respecter des règles, de mettre en pratique, en application plutôt des principes de bonne conduite et de veiller à ne pas transgresser des interdits moraux, comme ça, sans savoir pourquoi. Il faut le faire de façon réfléchie, et avoir une certaine compréhension de la morale, de la logique morale de la vie, de la justification des principes moraux, des lois morales, et comprendre aussi notre but d'être humain, pourquoi on est incarné, donc le sens même de la vie. Donc tout ceci requiert de la réflexion, de la philosophie, de la méditation dans le vrai sens du terme, pas dans le sens qui en a été donné, puisque là, maintenant avec les doctrines New Age, tout ça, les nouvelles formes de spiritualité qui sont des spiritualités d'égarées, en fait, la méditation a été redéfinie. Maintenant, ils en ont fait une affaire de relaxation ou d'exercice de respiration ou autre pour se mettre dans un certain état qui serait propice à s'élever en conscience ou spirituellement, etc. Ou à, se connecter à d'autres plans. Certains aussi sont dans des délires comme ça. Mais à la base, la méditation, la vraie et bonne méditation, et la plus importante, c'est la réflexion et la philosophie morale, la réflexion en matière de philosophie morale, donc raisonner objectivement et réfléchir donc en vue de mieux comprendre donc notamment la morale, de déduire aussi la morale, parce que la morale se déduit par l'observation honnête en tant que personne humble, avec humilité, des lois universelles qui régissent ce monde, lois en vertu desquelles il y a donc des causalités, des lois de cause à effet, et au regard de celles-ci, donc déduire ce qu'il est bien de faire, préférable de faire, ce qu'il faut s'interdire de commettre, et donc à partir de là, on déduit les principes moraux, les principes de bonne conduite, on déduit les interdits moraux, les interdits qu'il ne faut pas transgresser. On déduit aussi quels sont nos devoirs moraux et finalement on améliore alors notre éthique en la moralisant, en la rapprochant de la vraie morale. Pour cela, il faut donc être dans l'objectivisme et donc s'extirper du subjectivisme de complaisance dont j'ai parlé aussi récemment dans l'un de mes aphorismes, en verbalisant cette vérité toute simple que l'homme gagne en maturité, on peut rajouter maturité morale, et en sagesse,
Donc ça s'agit à mesure qu'ils s'extirpent du subjectivisme de complaisance. On peut dire que la condition de la personne puérile, c'est celle de la personne qui s'accommode à voir en fait les choses comme ça l'arrange, à se tenir aux interprétations des choses, aux conceptions, aux visions des choses qui l'accommodent pour éviter de se remettre en question, inclus ses opinions sur elle-même, sur ce qu'elle fait, etc. Et donc ça c'est la facilité. Beaucoup de gens malheureusement problématiquement sont là-dedans, donc ce qu'on peut appeler le subjectivisme, on peut même parler d'hypersubjectivisme. Et il y a les gens qui donc font l'effort d'objectivité et ne cèdent pas à cette facilité et donc vont viser la vérité, vont chercher à conformer leur pensée à la réalité, donc vont faire aussi l'effort de réalisme moral par objectivation, par donc l'objectivisme notamment moral, vont utiliser aussi leur capacité, si je puis dire, de métacognition, vont aussi, avec la métaéthique, prendre du recul et exercer un certain esprit critique, être capable aussi de passer au crible de l'esprit critique les conceptions, si je puis dire, normatives de la morale, en faisant abstraction du nombre de gens qui adhèrent donc à ces conceptions, puisque la raison n'est pas une affaire de nombre. Donc je ramène à la prévalence du qualitativisme sur le quantitativisme, dont j'avais déjà parlé. Et donc il y a en fait un processus de maturation d'esprit, de maturation morale, de maturation psychologique qui est à suivre et qui doit être en phase et en synchronicité avec le processus de vieillissement du corps pour maturer autant moralement, psychologiquement, spirituellement que vieillit le corps, pour donc être en phase avec son âge et ne pas être dans une arriération. Il y a des gens aujourd'hui qui sont d'un âge physique avancé, mais qui sont très puérils, très immatures mentalement. Certains aiment dire qu'ils ont 10 ans d'âge mental, par exemple. Et donc ça, c'est très choquant. Et il y a des gens donc qui, ayant au fil des années maturé correctement et ayant développé leur sens de l'objectivité, se sont extirpés du subjectivisme de complaisance, ont grandi, et donc sortir en fait de l'enfance, si je puis dire de l'enfance de l'âme, et devenir mature animiquement, spirituellement, psychologiquement, mentalement et moralement, et finalement ce qui est la condition sine qua non pour être vraiment sage à l'âge adulte et ce durablement, stablement. Et pour ça, il faut donc arrêter de vivre de penser aussi comme des enfants, à toujours se tenir aux idées qui nous arrangent et affronter la réalité. Donc ça nécessite du courage, être capable de voir la réalité en face, notamment la réalité morale, de se voir en face aussi, de se reconnaître tel que l'on est, avec notre part de défaut et notre part de qualité sans disproportion, honnêtement, en toute bonne foi, être lucide sur nous-mêmes comme sur les autres, sur le monde extérieur, sur les situations, et donc tenir ce réalisme dans cet objectivisme et ne pas aussi céder aux caprices de ceux qui veulent nous tirer vers leurs opinions de complaisance. Aussi, ça implique de tenir tête aux gens orgueilleux qui veulent nous imposer leur vision des choses parce que ça les arrange de penser comme ceci ou comme cela. Eux ne veulent pas affronter la réalité, donc ils se sont créés leur petit paradigme, constitué des idées, des mensonges, des représentations des choses, des visions des choses qui les arrangent. Ils ne veulent pas sortir de ce paradigme de complaisance, qui est leur paradigme de confort, entre guillemets, mais en vérité, ils se sont emprisonnés dans un paradigme mensonger, pour la plupart, et donc ils veulent que l'on soit dans le même qu'eux, ou que l'on s'en approche, et donc nous tirer vers leurs idées, et donc cherchent à nous faire culpabiliser, donc d'être plus objectifs qu'eux, de ne pas être dans le subjectivisme, de ne pas partager les mêmes idées qui les arrangent qu'eux, et donc sont prêts, même pour certains, à nous déclarer une guerre sans merci, à nous dévaloriser, à nous fustiger, à essayer, voire même de nous détruire si on résiste, si on ne leur obéit pas et qu'on ne cède pas à leurs caprices de subjectivistes en fait contrariés. Et donc ces gens-là, c'est tout à notre honneur de les inciter à grandir, à maturer et à arrêter de se raconter des histoires, de se raconter les histoires qui les arrangent, autant sur le monde extérieur, sur les situations, que sur eux-mêmes, et à affronter la réalité, même si
Ça peut impliquer voilà, d'avoir à gérer des ressentis pesants, d'avoir à souffrir parfois ou effectivement devoir gérer des indignations parce que quand on affronte la réalité, dans la réalité, il y a des choses consternantes, des choses horribles comme de belles choses aussi. Il y a des fois des injustices, même souvent très indignantes et sidérantes. Donc ça implique d'avoir la force psychologique notamment, mentale et même physique aussi, la force de gérer des ressentis assez pesants, mais c'est si je puis dire, le prix du réalisme, de la lucidité, de la raison. Et il vaut mieux ça que de s'enivrer en fait d'un bonheur fondé sur du mensonge, que d'être heureux mais dans le mensonge, en se voilant la face, en étant déconnecté de la réalité. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans une sorte d'égoïsme et finalement de gens faibles qui sont trop lâches pour affronter la réalité, qui en fait se créent leur petit paradigme et ne se rendent même pas compte qu'à force de toujours voir les choses comme ça les arrange, de s'arranger avec leur conscience aussi, de tricher en se persuadant que ce qu'ils s'arrangent à penser des choses est vrai, donc vont finalement pervertir la notion de véracité, la conception de véracité et de réalisme par extension, et s'autoproclamer dans la raison alors qu'ils sont à côté de la plaque, qu'ils ne sont pas en conformité avec la réalité et la vérité. À force de se persuader de ça, et d'être dans ce vice et d'être dans cette facilité de se voiler la face, et ces gens finalement se rendent presque schizo en se déconnectant toujours plus de la réalité, s'enferment dans un paradigme irréaliste et après plus finalement ils s'y enferment et plus ils auront du mal à se reconnecter au réel. Autant qu'ils sont lâches, ils vont se déconnecter du réel et en se trompant la tronche dans ce vice en fait de se persuader qu'ils ont raison dans le tort, que plus en gros ils sont irréalistes et plus ils seraient réalistes en inversant tout, plus ils vont loin dans l'inversionnisme et plus en fait ils se rendent difficile, laborieuse, colossale et suppliciante la tâche de se reconnecter au réel. Voilà, et donc ce sont des gens qui sont en fait des masochistes qui s'obstinent à s'ignorer, qui se font du mal à eux-mêmes en fait. Donc contrairement à ce que ces gens croient, lorsqu'on coupe court à leur délire et qu'on les ramène à la réalité, même si ça leur occasionne, ça leur cause des crises, ça les insupporte, etc. Quand on refuse de jouer le jeu de leurs mensonges et de les applaudir dans leur voilage de face, on est bienveillant. On ne veut pas attenter à leur bien-être. Bien au contraire, on les invite à sortir de ce cercle vicieux, à se reconnecter au réel pour leur bien, mais pas que pour leur bien, pour le bien des autres aussi, parce que des gens qui se mentent veulent aussi que les gens autour d'eux, comme je l'ai dit tout à l'heure, se concilient avec leurs mensonges et vont donc aussi entraîner des gens dans un certain mensonge, parfois loin, dans une certaine mythomanie, et vont aussi se montrer dangereux alors pour d'autres gens, qu'ils vont aussi égarer, qu'ils vont tirer vers le mensonge, qu'ils vont détourner du réel et de la vérité, de la raison. Donc ils sont aussi dangereux pour les autres, en ce sens aussi néfastes pour les autres. Donc c'est de la pure bienveillance que de refuser de les applaudir dans leur irréalisme et dans leur vice d'inverser pour se faire passer pour réalistes ou les plus réalistes dans un irréalisme augmenté, exponentiel, et de les inciter à développer le courage d'affronter la réalité. Alors certes, c'est sûr, quand on les y incite comme ça, direct, ça leur fait mal, ça leur fait un choc quand on les confronte à une réalité qui est tellement éloignée de ce qu'ils se sont accoutumés à tenir pour vrai que forcément, là, ça leur fait un choc, mais on ne va pas, sous ce prétexte, les applaudir dans leur niveau de mensonge et puis les duper en faisant comme si, en jouant une comédie, en faisant comme si ils avaient raison dans leur folie augmentée, leur irréalisme augmenté. Au bout d'un moment, il faut quand même... on ne peut pas, pour leur faire plaisir là-dedans, les conforter, parce que ce serait ça, la vraie malveillance vis-à-vis d'eux, ce serait de les conforter dans leurs mensonges et dans leur cercle vicieux. Les vrais amis ne sont pas les gens qui vont forcément vous dire ce que vous voulez entendre, vous conforter dans votre subjectivisme de complaisance, mais ceux qui vont avoir l'audace, le courage de vous ramener au réel et de vous signifier que vous êtes égaré, que vous vous méprenez quand c'est le cas, et qui ne vont pas seulement se contenter de vous le faire savoir, mais qui vont accompagner ces remarques et le fait de vous le faire savoir donc d'une aide concrète, réelle, au retour au réel. D'une aide au renouement avec le monde réel, une aide aussi à la remise en question, au recouvrement de la raison,
Parce que sinon, ça ne sert à rien. C'est juste pour signifier à une personne qu'elle est en tort, qu'elle se méprend, et puis même se servir de ses torts pour la rabaisser ou se moquer, par exemple, de son irréalisme. Ça ne sert à rien. Il faut que ce soit constructif, et il faut le faire dans le but sain d'aider cette personne à sortir de sa méprise, ce qui peut prendre du temps, hein, autant qu'elle a été loin dans le mensonge et qu'elle s'est longtemps bernée, ou qu'elle s'est entraidée avec d'autres gens pour se mentir sur les choses et même sur elle-même. Mais voilà, ce n'est pas parce que ça prend du temps et que c'est laborieux qu'il faut y renoncer. Ce n'est pas parce que beaucoup d'intégristes en irréalisme pratiquant l'inversion et le sophisme crisent quand on les ramène au réel et qu'on défend des idées justes qui les contrarient qu'il faut arrêter et qu'il faille céder et nous redéfinir nous-mêmes comme étant en tort, nous excuser d'avoir raison ou plus raison, d'avoir le courage d'affronter plus la réalité qu'eux. Ce n'est pas aux plus irréalistes de donner des leçons de réalisme aux gens plus réalistes qu'eux. Voilà, là, on est dans un monde, en l'état, je ne dis pas qu'il était voué à être comme ça ou qu'il l'a toujours été, en l'état, on est dans un monde ultra inversif, très inversé, et donc le processus révolutionnaire, tout simplement, c'est quoi ? C'est la désinversion. Bien évidemment, des gens qui se sont habitués à se reposer sur la facilité de tout inverser, de se persuader qu'ils sont dans la raison quand ils ont tort, qu'ils sont moraux quand ils sont immoraux, qu'ils ont bien agi lorsqu'ils ont fauté et porté des préjudices, qui se sont habitués à inverser les valeurs, à inverser justice et injustice, moralité et immoralité. Ces gens-là, quand on les ramène à l'endroit, qu'on coupe court à l'inversion, ça leur fait tout drôle, ils crisent, et ils n'ont pas l'habitude en plus de tomber sur des gens qui leur tiennent tête, qui tiennent tête à leur inversionnisme, et surtout qui ont le courage de la ténacité et qui ne se montrent pas pervertissables et à qui ils ne peuvent pas la faire à l'envers ou la refaire à l'envers. Parce que peu qu'on arrive à désinverser, eux réinversent ensuite et prétendent que quand on redésinverse, on inverserait et prétendent que ce serait nous les inverseurs. Forcément, ils se trompent la tronche en se persuadant que les choses seraient à l'endroit lorsqu'elles seraient à l'envers. Donc forcément, lorsqu'on les remet à l'endroit, ils prétendent qu'on les inverse, la désinversion n'échappant pas à leur inversionnisme. Mais voilà, plus ils vont loin donc dans ce vice de tricher avec leur conscience, d'être malhonnêtes avec eux-mêmes en se racontant les histoires qui les arrangent, en voyant les choses comme ça les arrange, dans ce subjectivisme que j'appelle subjectivisme de complaisance, et plus ils sont rétifs donc à reconnaître la simplicité et l'évidence de la morale. Et aussi donc le fait que le moralisme est la posture de raison, de toute évidence, et la posture de bon sens. Donc ils usent de sophisme alors pour essayer d'invalider la morale, d'invalider le moralisme, s'en prenant à son concept même, en essayant de l'irrationaliser, de le réinventer irrationnel, inepte, absurde. Donc une volonté d'absurdiser donc la morale pour essayer de la faire rejeter, pour essayer de faire passer les gens qui la font, et surtout ceux qui la font légitimement et qui sont donc dans le moralisme réel et crédible, pour les faire passer pour des fous, des fanatiques de l'absurdité, des irrationalistes, etc. Et donc ils se déchaînent dans les sophismes les plus ridicules, et là ils sont très prolifiques en la matière, autant qu'ils sont lâches. Et s'ils n'arrivent pas donc à faire croire que la morale serait quelque chose qui serait infondé, qui serait indéfendable, qui n'aurait aucun sens, ou qui serait purement subjectif et relatif, etc. Donc on connaît leur méthode, pour nier donc la réalité d'une morale objective, transcendante et immuable. S'ils ne parviennent pas à ça, ils vont essayer de réinventer la morale comme étant quelque chose de compliqué, comme quelque chose qui serait extrêmement dur à comprendre, qui serait tellement compliqué que ce serait trop prise de tête. Vous voyez, il y a aussi ces gens qui ne veulent pas se prendre la tête, comme ils aiment dire, qui sous prétexte en fait de rester dans la légèreté, de ne pas se prendre la tête, ne veulent absolument pas philosopher sur ces sujets, surtout sur la morale. Donc ils deviennent allergiques à la philosophie morale, qui est pourtant ce qu'il y a de plus important dans la vie. Utiliser nos facultés d'esprit pour raisonner
avec bon sens, objectivement et honnêtement, donc avec honnêteté intellectuelle, philosopher donc moralement, avec logique, pour comprendre au mieux nos devoirs et mieux les remplir, donc vivre dignement, vivre le plus vertueusement possible et favorablement donc à l'abonnissement de ce monde. Si on est là, c'est pour contribuer à améliorer ce monde à notre niveau, avec nos moyens. Et si chacun y veillait, et chacun veillait à être juste et à être garant de la justice, en ayant, parce que c'est la condition sine qua non, une conception assez juste du bien et du mal, une connaissance morale suffisante, et en cherchant à gagner toujours plus en connaissance morale, le monde se porterait bien mieux. Voilà. Pendant ce temps-là, pendant qu'il est impératif donc de travailler à cela, et que ça urge, il y a des gens qui restent acharnés dans un combat contre la morale, en se ridiculisant avec des sophismes pas possibles, et on voit où ça les mène. Par contre, quand il y a des choses qui vont pas dans leur sens, quand il leur arrive des choses ou à certains de leurs chers, là, ça va dire que c'est mal. Là, ça va faire en quelque sorte une certaine morale. Là, il ne faut pas alors leur dire que il y aurait pas de bien et de mal, etc. Donc, c'est quand ça les arrange, encore une fois, et on remarque qu'en fait, tout leur sophisme, tout ce qu'ils font pour essayer d'invalider la morale, en fait, vise à invalider l'application de la morale à eux, en fait, principalement, ou aux gens qui ont les mêmes immoralités qu'eux, avec qui ils ont des immoralités, des torts en commun. En fait, ils sont contre la morale bien placée. Mais quand la morale est faite à l'envers, à des gens moins reprochables qu'eux, ou faite complètement follement, de manière délirante, qu'elle est faite à des gens qui n'ont pas ces torts, là, ça ne les gêne pas. Quand c'est dans l'injustice, ça ne les gêne pas, mais c'est que quand c'est juste, que là, ça les dérange terriblement et qu'ils vont donc déployer tous leurs ailes, notamment par sophisme, pour essayer donc de faire passer alors la morale bien placée, juste, comme étant le truc le plus aberrant qui soit, le truc le plus absurde et ridicule qui soit, mais en fait c'est eux qui veulent se persuader que c'est ridicule, par négationnisme aussi, si je puis dire satanique, négationnisme d'immoraliste, et pour rester en fait dans leur délire, dans leur concept de faire comme s'ils étaient des gens sages, droits, dans l'immoralité, et toujours dans la lâche fuite de la remise en question, du travail sur eux-mêmes, de la correction morale, à la fuite de leurs devoirs, ou du devoir de chacun même, puisque nous avons tous matière à nous corriger moralement, à nous améliorer, à progresser moralement. Et c'est d'ailleurs notre but ici-bas, c'est de progresser moralement collectivement et de former un monde plus moral, plus juste, et de nous faire même garant de la moralité et de la justice. Voilà. Par volontarisme moral, en autonomie, de notre plein gré, par pure bonne volonté morale, et pas sous la contrainte ou pour aller au paradis ou je ne sais quoi, pas de manière égoïstement intéressée.